Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur GMTV+, dans le bœuf politique qui reçoit une fois encore un homme politique camerounais. Oui, vous allez bientôt me reprocher de ne recevoir que les Camerounais, mais sachez que les autres Africains sont les bienvenus sur ce plateau de GMTV+. Le bœuf politique qui reçoit aujourd'hui donc Monsieur Aboubacar Ousmane Meh, homme politique camerounais, président de l'Alliance nationale camerounaise, en abrégé ANC, peut-être cela inspire l'ANC de l'Afrique du Sud a inspiré quelqu'un. L'ANC qui a donc été fondée par feu Baba Youssoufa et a reçu son arrêté donc le 31 décembre 1991. Aujourd'hui, le président va nous expliquer comment il est arrivé là. Nous allons aussi parler des problèmes qui gangrènent le Cameroun, notamment le Grand Nord, le Nozo, Paul Biya, Amadou Aïdjo, bref, nous allons remuer la marmite. On se retrouve dans quelques instants avec notre invité. Ce programme vous est proposé par Gespomi, votre nouvelle marque de chaussures mixtes à Paris. Contact 0033 753 45 50 63. Site internet www.gespomi.net. Email gespomi@yahoo.com. Ne manquez pas vos chaussures des rêves sur la place parisienne. Gespomi. Vous êtes toujours sur GMTV+, dans le bœuf politique qui reçoit donc aujourd'hui Monsieur Aboubacar Ousmane Meh. Bonjour Monsieur Meh, comment allez-vous? Bonjour Monsieur Moifo et meilleurs vœux 2022. Ah, c'est encore le moment, oui. Nous sommes le 16 janvier. Nous sommes le 16 janvier. C'est encore le moment, on a encore 2 semaines. Merci de me recevoir dans votre fauteuil. Je vous en prie, je suis très heureux de vous recevoir. Vous avez des prises de position qui m'intéressent. Voilà. Merci. Voilà pourquoi, dès que notre relation commune de Belgique m'a suggéré que vous étiez là, j'ai dit passez-moi le numéro, je vais tout de suite lui passer un coup de fil. D'accord. Donc merci à vous d'avoir accepté d'être sur notre plateau aujourd'hui. Voilà, il paraîtrait que j'ai une réputation d'être dur en interview chez vous au Cameroun. De ce que j'ai vu sur la toile, notamment les émissions que vous avez conduites, il n'y a pas d'à peu près. Oui. C'est du ça passe ou ça casse. Ah c'est ça le rôle d'un journaliste. C'est mon avis. Hein. Bon, je ne fais que mon travail. C'est mon avis. Je ne fais que mon travail. Alors, Monsieur Ousmane Meh, qu'est-ce que vous faites en Europe en ce moment? Qu'est-ce qui vous amène? Alors, vous savez, déjà, il y a la globalisation, comme on dit souvent, hein, la mondialisation des phénomènes. Et le phénomène politique pour lequel je cours et représente également cet aspect de mondialisation. Et je suis en ce moment, comme vous le dites, sur la France, parce que la diaspora camerounaise et africaine, au niveau donc de l'Union européenne, elle est consistante. Et il y a de la qualité. Malheureusement pour nous n'en profitons pas assez. Pour vous, au Cameroun, parce que oui, au Togo, autre dictature, il y a une maison des Togolais de l'étranger. Je parle du Cameroun. Du Cameroun. Donc, et beaucoup plus du Grand Nord. Je suis issu du Grand Nord. Et les retombées, n'est-ce pas, de cette efficacité de nos frères ici, et nous ne le ressentons pas. Nous ne le ressentons pas dans le Grand Nord. Pourtant, nous avons beaucoup de compatriotes issus de la grande région du Grand Nord qui vivent ici, notamment à Paris, et dans la France métropolitaine, et également au sein même de l'Union européenne. Il y en a assez. Mais il y a un problème de sensibilisation. Et il n'y a pas beaucoup de pipes qui conduisent donc à eux. Il est question pour moi donc de voir avec ceux qui ont la bonne volonté, évidemment, comment faire donc une jonction de façon à rendre, n'est-ce pas, utile leur présence ici et à corriger évidemment nos manquements là-bas. Et ceci donc joint, n'est-ce pas, aux autres corps, n'est-ce pas, de diaspora, notamment de l'Ouest, anglophone et tout ce que vous voulez. Je pense qu'il y a quelque chose à faire ensemble. Mais c'est vous qui excluez ceux de la diaspora.
Je n'ai pas compris. C'est vous, au Cameroun, vous qui dirigez le pays depuis 40 ans, qui excluez la diaspora, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Oui, je voudrais faire le distinguo. Moi, je suis de l'opposition encore. Je n'ai aucun levier de commandement. Et ça me permet donc de me mettre, n'est-ce pas, de ce côté-là de la barrière et dénoncer cet aspect. Nous n'avons rien à perdre, au contraire. Et vous verrez que, par exemple, ici en France même, Sarkozy, ce n'était pas un Français, à la base. Oui, il avait des origines hongroises, il a fini à l'Élysée. Quand vous verrez, par exemple, un peu plus loin, aux États-Unis, Obama n'était pas à la base. Si on restait en France, on dirait qu'Edouard Balladur avait des origines turques. Voilà, donc il y a autant de choses. Et je dis, c'est inadmissible. À l'époque, je crois que c'est une loi qui a été prise du temps d'Aïyo. Et cette loi avait plusieurs visées qui consistaient, n'est-ce pas, à mettre un peu les choses au point parce que je me souviens, quand il a demandé, notamment pour l'indépendance, que les Camerounais, n'est-ce pas, vivant en France, les étudiants ou tout ce que vous pouvez imaginer, rentrent. Je sais par exemple, parce que mon père était ici, il était à Paris, il était à l'Informe avec l'ancien gouverneur Haman Saïd. Et quand le message est tombé, c'était Charles Onanawana qui était chargé, n'est-ce pas, de rassembler tout ce monde-là et rentrer le plus vite possible pour, n'est-ce pas, pallier au départ donc des Occidentaux, notamment des Français. Alors il se trouve donc qu'il y a eu une rébellion du côté d'une partie d'étudiants qui étaient en place. Et non, c'était pas ici. Il fut ministre, ce monsieur-là. Il a décidé de ne pas partir. Et il a fait le tour des étudiants pour leur demander de ne pas obtempérer. Et qu'ils étaient là pour les études. Il n'était pas question donc de rentrer sur le Cameroun. Et Yaoundé a donné donc 48 heures aux étudiants pour soit regagner le Cameroun, soit définitivement perdre la bourse. C'était Mengueme. C'était Jean-Marcel Mengueme. Parce qu'ils ont fait une pétition. Ils ont concocté une pétition et ils se baladaient là dans les amphis pour que les étudiants signent. Ils ne partiraient pas. Bon, donc il a retrouvé mon père sortant d'un restaurant et il lui a soumis donc le document. Mon père lui a dit non. Mais de toute façon, quand vous rédigez le document, je n'étais pas là. Et là, maintenant, vous me demandez de signer. Alors, le Mengueme a insisté. Alors, ils ont failli bagarrer. Et il l'a traité de fou et puis il est parti avec son document. Donc, quand il y a donc eu ces incompréhensions-là, Aïdjo a décidé de mettre le verrou pour que ceux-là qui sont rentrés ne soient pas infectés par ceux qui sont restés. Il fallait donc... déjà, les Blancs eux-mêmes ne voulaient pas partir. Les pieds noirs, comme on les appelait, vous vous souvenez, ils ne voulaient pas partir. Et si, en cela, on prenait donc ce dissident pour les mêler à ceux qui ont obtempéré, eh ben, lui, jeune président, il ne s'en sortirait jamais. Alors, le verrou, le veto a été quoi? Écarter ceux qui n'ont pas voulu revenir. Donc, ils restent dans la diaspora. C'est bien cela? Non, laisser travailler ceux qui sont rentrés. Laisser travailler ceux qui sont rentrés. Et ceux qui n'ont pas voulu rentrer, faire quoi d'eux? On les a laissés continuer leur destin. On les a isolés. Non, vous pouvez dire les termes que vous voulez, mais ils ont décidé de rester où ils étaient et l'État a décidé également de les laisser faire. Bon, mais maintenant, il fallait mettre, n'est-ce pas, un verrou pour qu'ils ne viennent pas, par la suite, n'est-ce pas, embêter ceux qui sont rentrés. Voilà comment l'ostracisation de la diaspora commence. Ostracisation, je ne dirais pas, parce que quand même, ce n'est pas des gamins. Ceux qui étaient là en Occident, ils savaient ce qu'ils voulaient. Vous ne pouvez pas forcer les gens à suivre une voie que vous voulez, alors qu'eux, ils ont d'autres ambitions. Chacun se fera son opinion. Ouais. Très bien. Alors, vous disiez donc vous êtes venu pour rencontrer la diaspora camerounaise. Ouais. Je sais que vous avez rencontré quelqu'un, vous le citerez si vous le souhaitez, en Belgique, qui organise un colloque dans quelques temps. Ah, M. Marcel. Voilà, je serai d'ailleurs impliqué dans ce colloque-là. Oui. En quoi consiste ce colloque-là? C'est toujours pour travailler autour de la diaspora ou autre chose? Oui, M. Marcel, c'est un monsieur qui a...
il en a beaucoup dans le ventre. Et maintenant, c'est le déploiement qui pose problème. Parce que vous pouvez toujours avoir des bonnes idées, hein, et la mise en œuvre reste donc parfois difficile à concrétiser. Donc, nous nous sommes parlé au téléphone. Il m'a dit vraiment de passer le voir à Bruxelles. Parce qu'il a certains projets. Est-ce qu'on pourrait fédérer, parce que moi également de mon côté j'en ai, est-ce qu'on pourrait fédérer donc ces projets? Et ça a marché, parce que nous sommes tombés sur un des compatriotes qui vit au Mexique. Et le docteur Jean-Louis, il était là justement à Bruxelles. Et Sumo était là également. Et nous avons discuté. Il se trouve que nous partageons les mêmes idées. Bon, alors, je leur ai suggéré de confédérer, n'est-ce pas, les démarches que chacun a entrepris dans son coin. Et bon, dans un premier temps, il a voulu que nous nous retrouvions d'ailleurs à Bruxelles. Et puis par la suite, les choses étant, il se trouve que ce sera donc plutôt sur Paris, donc en février. Et ces retrouvailles-là devraient donc construire une vision commune en ce qui concerne donc les démarches, que ce soit politique, que ce soit historique, bref, tout ce qui est prioritaire en termes, n'est-ce pas, de valeur au Cameroun, on va les mettre donc sur la table. Aboubakar Ousmane Mé, vous êtes de l'extrême nord, à Kousséri. Hein? Quand je regarde sur la carte, votre ville ou village est ici. Très bien. Fils de Abba Ousmane Mé, qui fut gouverneur du Grand Nord sous Amadou Ahidjo, et qui, avant son décès en 2016, officiait comme PCA de la Caisse des prévoyances sociales, Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS. Vous êtes donc un enfant du Sérail. Vous êtes un enfant du Sérail. Ben, ça dépend de ce que vous entendez par Sérail. Très bien. Dites-nous, qui était votre papa? Comment pouvez-vous nous décrire Monsieur Abba Ousmane Mé, votre papa? Ben, c'est un honneur pour moi de pouvoir parler de ce père qu'il fut. Jamais on n'est parfait, hein, en tant qu'humain, on n'est jamais parfait. Je ne le jugerai pas. Mais ce monsieur, pour ce qu'il a fait, avec le niveau qu'ils avaient, je vais dire, et les moyens qui étaient à leur disposition, je crois que c'est des titans. Il a été avec Ahidjo de 63 comme inspecteur fédéral à Garoua. Il avait remplacé Mengueme justement de 63 à 83. Donc dans les 22-23 ans. Et de tout ce temps-là, ce que je retiens, c'est que les choses se passaient de manière plus ou moins forcément, je peux dire que on ne savait pas très bien ce qu'eux faisaient en réalité. On les voyait monter, descendre, voyager, revenir. Mais nous-mêmes, en tant que gamins, on ne pouvait pas imaginer quelle force ils avaient sur ce pays-là et qu'est-ce qu'ils faisaient comme boulot. C'est maintenant avec leur absence qu'on se rend compte aujourd'hui de ce qu'ils faisaient comme travail. Et je peux vous assurer que partout où vous allez dans le Grand Nord, les gens ont gardé quand même quelque chose, positivement parlant. Il a pu faire il a pu démêler tel conflit, il a pu régler tel problème, et on était en sécurité. Il n'y avait pas enfin à l'époque quand même, il n'y avait pas les coupeurs de route comme ça se présentait juste après leur départ. Il n'y avait pas de Boko Haram, il n'y avait pas. Bon. Et les gens ne criaient pas famine comme nous le vivons actuellement. Et aujourd'hui, quand vous voyez par exemple le conflit intercommunautaire dans notre département justement, vous trouverez qu'il y a des réfugiés camerounais au Tchad. Et à l'époque, c'est eux qui recevaient donc, suite au conflit tchadien, c'est eux qui recevaient régulièrement des réfugiés et qui les entretenaient comme il fallait, comme il se devait.
Je crois que ça a servi même aux Tchadiens parce qu'ils se souviennent quand même de cet aspect-là. Mais ils se souviennent que, bon, alors ils ont eu des difficultés, mais les Camerounais s'étaient très bien occupés d'eux. Aujourd'hui, nos compatriotes qui sont réfugiés donc, du côté du Tchad, également, les Tchadiens s'en occupent. Donc ça, c'est les retombées donc, de leur service, de leur travail et la probité. Il y a l'humilité, la probité, et puis la simplicité, la modestie même dans ce qu'ils faisaient. Parce que vous prenez par exemple l'ancien ministre de la Défense, Sadou, à Yaoundé, il circulait dans son véhicule tout seul. Comparativement à, si vous vous rappelez un peu ce que le ministre Mebengo de la Défense, aujourd'hui dans des difficultés telles qu'il circulait, mais c'est la nuit et le jour. Ah, vous parlez de tout ce cortège. Voilà, tout un cortège extraordinaire. Et on bloquait les routes. À Yaoundé, on bloquait les routes. Quand Mebengo passe, on bloque les routes. Il paraît qu'on bloque toujours aujourd'hui des routes pour d'autres. Bon, alors ça, c'est pour vous dire donc la différence entre l'époque de mon père, le ministre Sadou et les autres, et celle d'aujourd'hui. Chers téléspectateurs, cette émission a été préparée avec le concours de maître Stéphane Ngele-Bobé, qui est donc l'avocat de GMTV+. L'avocat principal de GMTV+, car il y en a deux, mais maître Ngele-Bobé en est le premier. Et la question qui suit vient de lui. Car il pose des questions, l'avocat. Il vous fait demander ceci. La province du Nord était ou est une province stratégique. En être le gouverneur fait du titulaire du poste un atout majeur dans le dispositif présidentiel. D'abord, en quoi consistait le dispositif présidentiel à Idjo? Ensuite, quel rôle y a joué votre père? Bon, aujourd'hui, on l'a éclaté en 3 provinces, 3 régions. Ouais, Donc, vous parlez donc de l'époque de mon père. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. D'accord. Le président Aïdjo avait un principe de commandement, de fonctionnement, si vous voulez, qui segmentait donc l'appareil d'État en 3. Vous avez la défense, vous avez la politique et vous avez le commandement. Et le commandement, vous vous rappelez sûrement du ministre Aïssim Vondo, c'était le pape du commandement, si vous voulez. Et mon père, donc, était, si on peut le dire, hein, un peu le pilier d'Aïdjo dans le Grand Nord. C'était sur lui qu'il se fondait pour diriger ses propres frères, qui n'étaient pas n'importe quoi. Il y avait vraiment des têtus. Et il fallait trouver quelqu'un d'assez, je parlais de probité, quelqu'un d'assez honnête pour rester, n'est-ce pas, en phase avec et le président et ses frères. Le président étant de Garoua, sa mère vivant à Garoua, ses tantes étant à Garoua. Donc vous vous imaginez un peu les influences. Hein? Et donc mon père était de ceux-là que les gens n'arrivaient pas à travestir. Cela a rendu donc beaucoup de service au président Aïdjo, qui a pu démêler beaucoup d'atomes crochus, des difficultés internes, grâce à son honnêteté. Et ça a fait donc, pour construire donc, le tissu, si vous voulez, du personnel politique, il avait toujours la bonne information grâce à donc cette honnêteté-là. Il n'y avait pas... bon, ça existait quand même un peu de... On poussait quelques-uns, c'est vrai, mais le plus souvent dans la bonne direction. Alors, le président Aïdjo, ça lui a valu des coups, mon père. Ça lui a valu des coups. Des coups de qui? Des coups des frères, justement, d'Aïdjo. Parce qu'un jour, tel qu'il me l'a rapporté d'ailleurs, un soir du mois de Ramadan, le président Aïdjo l'a fait venir chez sa mère, parce que à Garoua, leurs maisons sont voisines, hein, face à face, on peut dire. Et donc, à 1h du matin, donc, il a fait venir mon père, et mon père se présente. Il trouve donc le président assis sur un fauteuil dans on appelle ça les cases rondes là, hein, de sa mère. Il y en avait 2, il était dans celle de l'intérieur. Et quelques minutes après, toute la panoplie des administrateurs, préfets et autres grands notables du Grand Nord se sont présentés. Et là, le président avait un tabouret à côté de lui, il a sorti, une chemise était là, il a sorti donc
un document de cette chemise-là et l'a tendu à mon père qui était assis à côté de lui. Et donc quand il finit de parcourir le document, il le remet donc au président. Les 5 ou 6 préfets et d'autres notables demandaient au président Idio de relever mon père de ses fonctions de gouverneur. Parce qu'ils en avaient assez. De quelqu'un... Ils en avaient assez parce qu'il est là et vous voyez le type de l'éducation qu'on appelle Ali Krna, et lui d'ailleurs toujours, il est le délégué régional, je crois, provincial, Ali Krna de l'éducation, il était de Kousséri, de Logon-Birni, donc la zone de chez nous. Vous avez un certain Liman qui est décédé d'ailleurs, lui il s'occupait donc des affaires de l'Agdo avec les Chinois. Vous avez Abani Karim qui était donc de la sûreté, et vous avez Aladji Mamad qui était donc le préfet du Nord. Et le président Idio, quand il a donc lu ça, que comme quoi mon père est venu coloniser les gars, bon, il leur dit de toute façon, tant que je serai là, Ousmane sera à son poste. Et mon père de me dire, mais ces gars, ils sont terribles. Parce que le délégué général à la sûreté de l'époque, c'était Fauchivé. Et c'est Fauchivé qui envoie donc Abani Karim, qui était un criminologue. Il dit, il est le meilleur dans son domaine. Il a été major. Et je te l'envoie parce que tu as des problèmes à gauche, tu as des problèmes à droite. Bon, de ce côté-là, ce monsieur, c'est lui qu'il nous faut. Donc, que les téléspectateurs et moi me comprenions bien, c'est Fauchivé qui envoie le criminologue à qui? À Amadou Ahidjo et à votre papa. Donc, au gouverneur Ousmane, votre papa. Il dit qu'on vient au Grand Nord, parce qu'il a évoqué donc les aspects qui allaient avec cette nomination. Et à côté, vous avez Aïssi Mbondo, qui l'appelle. Il lui dit, bon, je t'envoie un de mes meilleurs éléments, qui est Aladji Mamad, comme préfet. Et tous sont du Logon Echari, donc de chez mon père. Et tout ça passe donc sous le nez du président. Recommandation 2, recommandation 2. Et à la fin, il dit, mais qu'est-ce que moi je peux y faire? C'est mes patrons. Étant gouverneur, si Aïssi Mvondo vous dit, bon, alors, monsieur le gouverneur, je vous envoie tel préfet. Vous vous courbez. Et donc, les choses se passaient comme ça, et les autres n'étaient pas très contents. Et sont ces personnes qui demandent la révocation de votre père? Oui, voilà, parce que, de leur point de vue, c'est lui qui a donc fait recenser tout ce monde-là pour travailler, n'est-ce pas, avec lui, comme c'est ses frères. Et donc, le président Idio a répondu, en tout cas de manière sèche, il dit, tant qu'il sera là, c'est lui qui sera à Garoua. Et il leur a demandé de se retirer tous. En plein mois de Ramadan. Un bon pied de nez, quoi. Voilà. Allez, sortez. Quel rôle cette figure paternelle a-t-elle joué dans vos engagements associatifs ou autres? Alors, mon père quitte définitivement le service dans les années 88-9, donc avant l'arrivée de la perestroïka. Ce qui fait donc que quand la démocratie arrive, il est totalement en repos. Et il se trouve donc que la tripartite, et c'est donc en 91, a demandé un certain nombre la collaboration d'un certain nombre de personnalités, dont lui. Voilà comment donc nous démarrons en politique dans la famille. Quand il arrive. Vous, Aboubacar, et qui d'autre? Votre petit frère Lamine? Non. Mon père. Ah bah oui, avant il était administratif, il démarre en politique en 91. En 91, je veux dire, en termes la loi de 90 se met en mouvement réellement dans notre famille à la tripartite de 91, où on associe donc mon père comme acteur, n'est-ce pas, dans les discussions. Donc, au sortir de là, les partis politiques qui se créaient à gauche et à droite, bon, chacun se faisait une religion, et moi je suis allé donc à l'UNDP.
De Bouba Bello Non, de Samuel Eboa à l'époque. Samuel Eboa à l'époque, oui, 90 c'était Samuel Eboa avant. Oui, c'était Samuel UNDPC. UNDP. Alors nous étions très contents parce que pour nous c'était l'héritage de l'histoire politique d'Aïdjo. Quand on voit Samuel Eboa, secrétaire général d'Aïdjo, resté fidèle et tout ça, bon, on s'est dit bon, c'est la bonne porte. Et effectivement, on ne s'était pas trompé vu, n'est-ce pas, l'engouement général. Ça fait donc, ça a été mes débuts politiques. Et mon père s'est retiré, donc après, quand ils ont clos la tripartite, on l'a, je crois, on l'a envoyé comme PCA. Ah, on l'a récompensé? À la CNPS. On l'a récompensé? Je peux dire, c'est un peu ça, parce qu'il a eu quand même à faire des interventions qui étaient décisives. Donc, mais de toute façon, il n'était pas au courant, parce que le jour où, le soir où le décret tombe, il n'était pas au courant. Et ça s'est fait au niveau supérieur. Bon, toujours est-il qu'à ce moment-là, mon frère, lui, n'était même pas au Cameroun, il était en Allemagne. Oui, il était en Allemagne. Et nous avons embarqué dans le train de la démocratie. Et j'étais donc un bon cadre de l'UNDP local. Jusqu'à ce que les choses, n'est-ce pas, se détériorent. Ah, avec l'arrivée à la tête du parti de Bouba Bello. Oui. Il faut reconnaître qu'on a été secoués parce que nous étions une frange de l'UNDP qui pensait que Eboa correspondait à la situation. Bello pouvait rebondir, mais plus tard, pas à l'instant T. Et ça a fait que la fissure s'est ouverte. Elle s'est ouverte et Moustapha Chiroma sont partis. Et ils ont créé leur mouvement. Ils ont collaboré avec le régime et chacun, l'un et l'autre sont devenus donc ministres, l'autre vice-ministre même. Issa Chiroma Bakary. Ouais. Bon, bonjour Monsieur Chiroma. Vous qui aimez fermer les médias au Cameroun, j'aimerais bien vous recevoir ici. Vous ne pourrez pas fermer le mien. Non, le ministre, il a eu quelques difficultés sanitaires, mais bon, c'est tout le monde, hein. Mais comme ça va, on l'a retapé. Et alors donc le ministre Chiroma qui était du bord des bois comme nous, et bon, alors il est parti. Moustapha, le ministre Moustapha également est parti parce que Bello avait bousculé les choses. Bon, Eboa a été donc viré et le régime, notamment le président, a voulu donc collaborer avec Bello et il a été trop gourmand parce que le président Biya a envoyé lui proposer 10 portefeuilles. Et lui-même, Premier ministre. Il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre, c'est Moustapha lui-même qui allait le voir. Moustapha, de son nom de famille, c'est Amadou Moustapha. Amadou Moustapha. Oui. Qui est envoyé ministre, par Paul Biya. Rencontrer Bello Bouba. Et selon Biya, il lui a dit, bon, à l'époque vous aviez Kodok, vous aviez avec l'UPC, Dakol et MDR, UNDP, UNDP, vous avez Bello. Et donc, Biya lui dit, mais écoute, du temps du patron, c'est-à-dire Aïdjo, c'est nous tous qui formions donc d'abord l'UC et puis l'UNC. Non. Est-ce qu'on ne peut pas se retrouver et on travaille ensemble. On reprend donc la collaboration. Et Moustapha a dit, bon, de toute façon, je vais le lui proposer 10 portefeuilles ministériels et un poste de Premier ministre. Il dit, c'est une pour lui, Bello Bouba. Pour lui, Bello Bouba. Donc ça, c'est les tractations de 92, là. Quand il est passé à l'Assemblée avec ses 68 députés. Alors donc, Moustapha lui rencontre et il refuse. Il dit non, il veut le fauteuil. Bon, alors, c'était la déception au niveau de il Biya. voulait le fauteuil présidentiel. Rien que ça, parce que... Alors, donc, le président Biya, bon... Pardon. Tout déçu, il demande à Moustapha, bon, et vous, monsieur le ministre? Il dit non, mais lui, de toute façon, même si Bello devenait chef de l'État, il n'aurait pas mieux que ministre.
un portefeuille ministériel. On dit d'accord, donc je vais aussi voir Chiroma et on va essayer de... Et c'est comme ça qu'ils ont regagné dans le camp de Biya. Et Bello est resté à la porte. À la porte, ben, on ne va pas le plaindre. Il est éternel ministre d'État ou je sais pas quoi. Il est revenu en 97. Bah, il est toujours là, ça fait combien d'années Il est revenu parce que il se disait que bon, alors ça allait venir, ce n'est jamais venu. Il a préféré donc venir prendre les miettes. Alors, les miettes, éternel ministre d'État, de la pêche ou de quoi? Non, pardon, il est ministre du tourisme, ministre d'État. D'État ou du tourisme. Ministre d'État du tourisme. Bon, alors, donc, entre celui qui pense être le président et un ministre d'État au tourisme, quand même. Au tourisme, qui va faire des promesses au centre climatique de Tchang, qu'il n'a jamais tenu, M. Bouba Bello. Les images sont effroyables. Voilà, j'ai les images du centre climatique de Tchang, qui aurait dû abriter une équipe pour cette Coupe d'Afrique. D'ailleurs, j'ai un cadeau pour vous. D'accord. Tenez, voilà votre cadeau. Ah, le lion. Voilà. Ah, ça, c'est le lion. En pleine canne, c'est ce que je peux vous offrir comme cadeau. Regardez. Mais c'est symbolique. Oui, c'est symbolique, mais bon. C'est très symbolique, merci beaucoup. Hein. Ouais, je vous en prie. J'espère qu'ils vont faire ce qu'il faut. Oh, je l'espère bien. Avec l'arrivée de Samuel Eto'o comme président de la FECAFOOT, s'il arrive à remporter ça, c'est pas Samuel Eto'o qui joue au football. On pourra dire oui, mais le management compte. Vous en savez quelque chose. Une équipe qui joue au CAN avec 0 match de préparation. Oui, bon, alors il y a le professionnalisme de toute façon. C'est ça, toujours rafistoler les choses, toujours dans l'improvisation. Jamais rien normalement dans ce pays. On va dire, ah, Jackie Moifo parle trop. Mais c'est la vérité. Comment voulez-vous jouer un tournoi avec 0 match de préparation? On voit même là que l'équipe est en rodage, le coach cherche son équipe type. Ça saute à l'œil nu. Vous savez, j'ai couvert plusieurs Coupes d'Afrique des Nations de genre. Celle du Ghana en 2008, celle du Gabon en 2012, celle d'Afrique du Sud en 2013 pour Orange France, pour plein de médias. Là, je n'ai pas pu car vous le savez, je suis convalescent. Mais M. Jackie, il ne faut pas non plus trop vous plaindre parce que ces gars, avec le Covid qui perturbe tout le système mondial, il ne faut pas trop en vouloir à l'entraîneur ou aux gars parce que ils font ce qu'ils peuvent. De toute façon, ça marche encore. Oh, ça marche encore. Le canon de Yaoundé existe-t-il toujours? Non, ça, c'est un problème interne. Bah, vous savez, les Lions peuvent livrer même des matchs avec des équipes de première division pour se préparer. Hein? C'est pour ça que je pose la question, est-ce que le canon Yaoundé Notre football a des difficultés, c'est connu, de façon planétaire. S'il n'y avait que le football qui avait des difficultés. Bon, vous êtes le frère aîné d'Alamine Ousmane Mey, ministre sous Paul Biya, dont le bord politique que vous combattez. Vous aviez déclaré dans une interview répondant à une question d'un confrère ceci: je ne mange pas du pain et de la sardine. Vous vous souvenez? Oui. À quoi ressemblent vos réunions de famille, si vous en avez encore? Ah ben, la dernière question est à sa place. Il n'y en a pas. Il n'y en a plus? Il y a eu rupture entre vous et Alamine? C'est connu, donc je ne vais pas faire la fine bouche. C'est connu que chacun a pris sa direction et je ne m'en plains pas de toute façon. Je ne m'en plains pas. Il y a des moments comme ça dans la vie où l'objectif doit être prioritaire. Parce que nous avons là une idéologie, nous avons des hommes qui veulent aller vers donc, des objectifs et les problèmes de famille ne doivent pas prendre le dessus. Ouais, c'est ce que je voulais vous dire, car vous me voyez journaliste aujourd'hui. Ouais. J'ai été élu interne de l'UMP de Nicolas Sarkozy, tandis que ma feu épouse, dont vous avez vu la photo, était de lutte ouvrière extrême gauche d'Arlette Laguiller. Lorsqu'il fallait voter pour le traité européen de 2005, j'ai voté non, elle votait oui. Nous sommes allés voter main dans la main dans le même bureau de vote. Et nous dormions dans le même lit, ayant des idées politiques opposées. Donc, comment ça se fait que des personnes intelligentes comme vous et votre frère n'arriviez plus à vous parler, à faire des réunions de famille? Bon, alors c'est une question d'humeur. Hein? Les humeurs varient selon les individus. Votre feu épouse, malheureusement, et vous aviez votre consistance, hein, chacun. Et ça se passait comme vous le dites. Et d'autre part, les gens, c'est pas, il n'y a pas de souscription dans cette histoire. Chacun se comporte comme il est.
Bon. Vous n'allez pas m'empêcher de saluer M. Ousmane Alamine Mey. M. Ousmane Alamine Mey, lorsque je vous écris, répondez-moi quand même. Ça s'appelle la décence, ça s'appelle la politesse. Je vous ai montré des trucs que je lui envoie, il ne m'a jamais répondu. Pourquoi je lui écrivais, c'était pour qu'il parle à notre patron commun, M. Paul Fokam Kamoni, qui m'a maltraité lorsque j'ouvrais la chaîne Vox Africa. Vous ne savez même pas, c'est moi qui ouvrais Vox Africa. Non, du tout. Alors, je vous explique, M. Aboubakar Ousmane Mey. Je commence à Vox Africa lundi 4 décembre 2007. D'accord. Et 8 jours après, je suis envoyé en mission au sommet des chefs d'État européens et africains de Lisbonne. Ce sommet où Robert Mugabe était contesté. Ah, d'accord. Je suis envoyé par Vox Africa à cette mission-là, où je vais payer ma chambre d'hôtel de mes poches. Je n'ai jamais été remboursé jusqu'à aujourd'hui. Ah, quand même. À la suite de cela, je suis envoyé en mission au Ghana pour la Coupe d'Afrique des Nations Ghana 2008. Des émissions sont si bien présentées par mes soins qu'elles sont replacées sur Canal 2 au Cameroun, 2STV au Sénégal, Eurosport France. Mais je passe 3 mois sur Vox Africa sans salaire. Sans salaire. Vous comprenez? Le jour où je signe, je prends mon stylo, je signe pour rejoindre Vox Africa, c'est parce que M. Paul Fokam Kamoni est assis à ma droite, sa fille Roland est assise en face, pour me convaincre de signer pour aller ouvrir Vox Africa, parce que les autres journalistes d'origine africaine ici avaient jeté l'éponge, Patrice Fanjo avait jeté l'éponge, Marcel Amoko, qui est au Cameroun, avait jeté l'éponge. Alors quand je refuse, parce que j'estime que ce qu'on propose... Marcel, il est avec France 24, je crois. Oui, il est avec France 24, mais il a sa radio au Cameroun. Mais il avait quitté, il avait pris un congé sabbatique de la BBC Londres où il était pour rejoindre Vox Africa et ça a mal tourné. Bon, il ne vous l'expliquera pas pour des raisons confidentielles. Donc, quand je refuse de signer pour aller ouvrir Vox Africa, c'est Paul Fokam Kamoni qui va me dire « Ce n'est pas à moi que vous donnez ça à l'Afrique. Il faut ramener à l'Afrique. » Alors ça a touché la firme patriotique que j'ai, et j'ai signé dans ce contrat-là. Mais ça a été de la maltraitance sur Vox Africa. Et Paul Fokam Kamoni ne peut pas dire, ne pas le savoir, car il avait reçu de moi une lettre en février ou mars 2008, expliquant un peu mes déboires sur cette chaîne-là. Bon, voilà pourquoi j'avais contacté votre frère Alamine Mey. Ah oui, qui était quand même à sa banque. Qui était à sa banque, qui était même... pour lui dire, essayons de faire quelque chose pour ne pas aller au tribunal. Vous comprenez? Il ne m'a jamais répondu. Bon, monsieur Ousmane Alamine Mey, je vous salue quand même. Hein? J'espère que vous ne passez pas Paris et que vous viendrez sur ce fauteuil, car j'ai des questions à vous poser également. On va poursuivre, car l'émission n'était pas sur lui. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez donc enfant du sérail. Vous êtes enfant du sérail. Nous savons désormais quel poste papa a occupé. La question que beaucoup se posent, c'est qu'est-ce qui vous a fait virer de bord? Pourquoi êtes-vous aujourd'hui dans le camp d'en face? Vous savez, chaque homme politique a une histoire qui lui est singulière. Et la mienne commence avec le départ, n'est-ce pas, du président Aïyo. C'est d'où je commence à faire plus attention aux démarches autour de moi, en termes d'administration, en termes de politique, en termes de tout ce que vous pouvez imaginer. Et je me rends compte donc qu'il y a une difficulté comportementale entre des gens qui étaient très liés, soudés, du fait simplement que leur patron n'était plus là. Donc, le président Aïyo étant parti, suite aux événements que vous pouvez imaginer, les différents coups, et à la fin, ces personnalités-là que j'étais habitué à voir ont cessé de se fréquenter. Alors, parce qu'il y en avait qui soupçonnaient les uns d'être du bord de... Alors, et d'autres avaient fui. Bello notamment avait fui. Ah, il était au Nigeria? Bello, il a fui. Il était au Nigeria, je oui, crois. Oui, il était au Nigeria. C'était le Tapuka. Il était au Nigeria et beaucoup d'autres. Bon, ce qui fait donc les habitudes que nous avions avaient vraiment changé, quoi. Et il fallait trouver quelque chose qui puisse en fait, donner l'expression que nous avions.
Et ce n'est qu'en politique qu'on peut donc s'exprimer. Et Dieu merci, donc 90, la loi, n'est-ce pas, sur la liberté est arrivée. Nous sommes embarqués donc en politique. Et moi, je me suis embarqué là. Je l'ai dit toujours, la personne qui m'a fait aimer en réalité la politique, c'est le ministre Chiroma. Issa Chiroma, parce que quand ils sont sortis de tôle, il s'est mis à discourir, et ce discours-là nous convenait parfaitement. Et nous sommes donc embarqués là-dedans avec l'UNDP. Voilà donc mes débuts. Et j'ai été complètement estomaqué quand ils ont viré l'autre, Eboa. Et ça, je n'ai pas compris. Et après, quand Bello atterrit donc dans le gouvernement, comme vous le disiez tantôt, moi, je quitte aussi le navire. Parce que je n'ai pas compris pourquoi et ni comment Bello, que nous soutenions, parce que le président a idiot et ainsi de suite, et vient donc s'asseoir sur la table. Et ça, je n'ai jamais toléré ça. Je dis, bon, ce n'est pas du radicalisme, c'est une opinion. Et j'ai dit, ok, je vais voir comment fonctionner autrement, c'est tout. Et nous avons donc quitté l'UNDP pour chercher d'autres moyens. Et c'est comme ça, donc en 2004, je crois, quand l'opposition s'était réunie autour de Ndam Dioya. Le feu à Ndam Dioya. Oui. Nous avons pensé que c'était bien parce que, bon, malheureusement, Frundi avait vu les choses autrement. Et je me suis dit, bon, mais pourquoi donc suivre tout ce monde-là? Et chaque fois, on n'arrive pas à bout. Donc, on a mis en place dans ma structure qui est aujourd'hui Justice Plus, en termes de société civile. Il dit, bon, ça, au moins, c'est un levier qui va donc servir dans l'humanitaire. Puisque le problème à Idio relève aussi de l'humanitaire, on va donc utiliser cet appareil. Et quelque temps après, on a donc cherché à créer un nouveau parti politique. Parce que tous les autres avaient quand même des marques là-dessus et on ne pouvait pas grand-chose. Ce qui fait donc que nous avons initié avec des amis la création d'un parti. Nous avons mis les statuts en place et au moment où on voulait donc effectivement déposer le dossier à la région Amaroua, nous sommes 2011, je sortais d'une émission à STV le 29 novembre 2011 et après l'émission il était question que nous lancions donc le parti, mais 10 jours après, notre cheval de bataille qui est à Idio, bon, ils l'ont ramassé parce qu'ils font embarquer mon petit frère donc, comme ministre des Finances, 10 jours après mon émission. Et Votre petit frère qui était avec vous dans ce projet de parti? Non. Il était à la banque, donc il n'avait rien à voir. Bon. Donc lui déjà, bon, c'est pour vous dire, parce que c'est dans la maison que le truc démarre. Et le fils Aïdio que moi j'étais supposé honorer, lui également, est donc grandi comme ambassadeur itinérant. Bon, à ce moment-là, vous devez réfléchir. Et ce qui fait donc on a traîné un peu les pieds et observé. Et nous nous sommes retrouvés donc à chercher un appareil existant déjà parce que tout ce monde-là avait mis des projecteurs sur nos démarches. Donc je suis tombé sur une sœur qui est à Garoua, la fille de Baba Youssoufa de l'ANC. Tout à fait, le fondateur de l'ANC. Oui, Hawa. Je suis allé donc la retrouver chez elle à la maison. On a discuté. Elle me dit, mais on pensait même te chercher pour ce parti. Voilà, il est décédé. Lui, il est décédé depuis 2006. Elle me dit, mais on peut travailler là-dedans. J'ai dit, ok, ça peut aller. Et c'est comme ça qu'on a donc retapé l'ANC. On lui a redonné une nouvelle vie, quoi. Et là, maintenant, nous pensons que le moment est venu de tenir un congrès. Il va falloir tenir un congrès pour asseoir donc les organes de base. Ça va commencer. Donc on a la conférence avec Marcel, si elle se tient dans le 26 février, il m'a dit. On a un passage également qui pourrait avoir lieu à Dakar en mars ou début avril, je ne sais pas trop. Mais donc après, nous allons donc rentrer à la base pour donc installer les appareils. Voilà, donc parallèlement, il se tisse dans beaucoup d'autres choses. Donc voilà un peu. Voilà comme vous arrivez à la tête de l'ANC.
Chers téléspectateurs, on se retrouve dans la seconde partie de cette émission qui nous permettra de parler de l'engagement de M. Aboubakar Ousmane, mais dans le grand combat de réhabilitation de la mémoire du président Amadou Ahidjo. A tout de suite. Je demande à GMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent.